Comme annoncé, il est dans ce studio, Dr Ousmane Kaba, bonjour. Bonjour. Le plaisir est pour nous de vous avoir dans ce studio que vous connaissez très bien. C'est un grand plaisir de rencontrer les jeunes gens. Ouais, le plaisir, il est renouvelé. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler sans doute de politique. Nous allons parler d'économie, on ne peut pas s'en empêcher avec vous. Nous allons parler de mines. Alors, tous les sujets d'actualité seront débattus avec vous, les mines, surtout avec cette grosse actualité concernant la SAG qui menace de fermer ses installations. Nous allons également Simandou qui a été 1 et 2, qui a été finalement cédé à la SMB. Donc nous allons évoquer tous ces sujets, l'économie avec une monnaie qui se désapprécie, mais parallèlement, les autorités continuent de rassurer que l'économie nationale se porte comme un charme. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs. Alors, sans transition, pour m'accompagner dans cette émission, Amadou Diallo, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à toutes et à tous. Alors, à votre place aujourd'hui, je rappelle que c'est vous le présentateur habituel de cette émission. Alors, docteur, nous allons commencer par parler de politique avec les marches organisées. Et si vous voulez, Lamine, comme vous parlez de politique, on va commencer par la bonne nouvelle parce que vous, si vous ne le savez pas, je vais vous le rappeler tout à l'heure, c'est le PADES qui remporte le trophée des partis politiques. 16 partis politiques étaient en compétition. Alors, durant plus de mois à Conakry, le trophée a été présenté samedi au siège du parti même, où le leader, le patron, y était. Il a juste dit ceci ce jour. Ce trophée représente Sékou Touré. Alors, devant nous ce matin, le patron du PADES est là. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que ça vous fait, une compétition des partis politiques dans le cadre du football, et c'est votre parti qui est revenu avec le trophée à la maison? Ben, écoutez, nous sommes des Africains, c'est un bon présage, non? On dit la valeur n'attend pas le nombre des années, et je pense que le PADES est en train de s'imposer sur le paysage politique. Et c'est tout à fait normal. Comme c'est un parti qui est essentiellement orienté vers les jeunes, moi je n'étais pas surpris qu'on ait une très bonne équipe de football. Et aujourd'hui, le PADES vient de remporter ce trophée, ce qui est une excellente nouvelle pour le moral. Il y a vos détracteurs qui disent, qui sont essentiellement au sein de LPG Arc-en-Ciel, qui disent que c'est des étudiants que vous avez recrutés. Étudiants, vous avez sélectionné. Pas de militants. Vous n'en aviez pas autant pour aller que vous une avez compétition. Sélectionné des étudiants. Donc, de et votre ça a université. été dit tout au long du tournoi. Ouais. Non, pas du tout. Je pense qu'il faut faire une nette distinction entre l'école et la politique. Le parti PADES est complètement différent de l'université. Tous les étudiants qui sont là, ils peuvent faire leurs études, ils ne vont jamais entendre parler de politique. La réalité est que ce n'est pas du tout mélangé. Mais n'empêche que les perdants ont toujours des mots. Ils ont toujours des raisons. D'accord. Alors, c'était cette part de plaisir qu'on s'est imposé dans cette émission. Parlons à présent de politique, les marches organisées par le FNDC auquel vous appartenez. Vous avez marché plusieurs fois. Vous avez toujours démontré votre capacité de mobilisation. Qu'est-ce qui vous reste maintenant, Dr Ousmane Kaba? Ben, je pense que les marches sont une des possibilités de pression sur le gouvernement, comme il y en a d'autres. Et je rappelle qu'il y a les marches, il y a la ville morte, il y a les discussions, il y a les interviews à la radio, à la télé. Un parti politique fait de la sensibilisation. Et c'est quand on a un gouvernement qui n'entend rien, on dit un gouvernement autiste, et que l'on est obligé de descendre dans la rue, qui est la dernière façon de se faire entendre. Mais comme je l'ai toujours dit, il faut que les marches soient pacifiques. C'est inacceptable que des marches qui sont autorisées, comme c'était le cas la dernière fois, soient perturbées par des gaz lacrymogènes. Parce que vous avez refusé de vous soumettre à l'itinéraire qui vous a été indiqué par les autorités? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que l'agression contre tous les leaders a été faite à Gbessia, dans la zone qui était autorisée. On était même loin de la bifurcation vers Amdalaï, donc on était encore dans Gbessia. Et d'ailleurs, à cause de ces difficultés, les leaders avaient décidé de faire un sitting simplement sur le goudron
dans la zone autorisée pour ne pas perturber. Mais malheureusement, on a été agressé par les forces de l'ordre. Je pense que c'était prémédité en réalité. Il fallait coûte que coûte incidenter la marche. C'est ce qui s'est passé. Mais ça n'avait absolument aucune justification, puisque nous étions à plus d'1 kilomètre de la zone de bifurcation. Oui, avant, on avait Amadou qui était sur le terrain, qui a interrogé les acteurs. C'est vrai qu'il y en a les politiques qui voudraient respecter, se soumettre à l'itinéraire, mais les jeunes fougueux de FNDC ont annoncé vouloir braver cette interdiction. Est-ce que cela n'est pas arrivé aux autorités qui ont pris toutes les dispositions pour éviter... Écoutez, que les jeunes annoncent qu'ils veulent braver, c'est une chose, mais ça ne justifie pas de venir agresser tout le monde dans la zone autorisée. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on arrête comment je dirais, qu'on arrête d'agresser les gens sur la base des intentions. Qu'on arrête d'emprisonner les gens sur la base des intentions en Guinée. Ce sont les actes que l'on doit réprimer, pas les intentions. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit je vais faire cela que vous avez le droit de l'arrêter ou de l'agresser. Voilà. Et moi, j'estime pour ma part, puisque j'y étais, que c'était une agression préméditée. Voilà. Oui. Il y a eu des morts après. Oui. Parlons-en, il y a eu des morts. Malheureusement. Des blessés. Malheureusement, il y a eu des blessés, il y a eu des morts plus tard, parfois même loin de la zone de turbulence. Et pour le chef de l'État, Anzere Koré, c'est clair, ce sont des infiltrés. Les forces de l'ordre ne tuent pas. C'est entre vous, les manifestants c'est entre les manifestants. Vous armez d'autres contre d'autres pour juste avoir ce résultat sur le terrain. C'est pourquoi il a dit, il est clair que l'autopsie va donner la meilleure information aux Guinéens, que nous serons tous étonnés de comprendre que ce ne sont pas les forces de l'ordre qui tuent. Mais ça fait combien d'années que ça dure? Est-ce que c'est les manifestants qui se lancent des gaz lacrymogènes ou quoi? Je pense que... Non. Moi, j'étais sur le terrain, j'ai vu, ce n'est pas des commentaires, j'ai vécu ça. Nous avons été suffoqués. On a eu du mal à respirer. Et on a pris des gaz lacrymogènes, surtout sur les leaders. Je pense que c'est très dangereux parce que si jamais il arrivait quelque chose à l'un des leaders, qui sait où le pays en serait aujourd'hui? Je pense qu'il faut être responsable. Il faut éviter les situations qui explosent un pays. Et il ne faut pas viser directement les leaders par les gaz lacrymogènes et les agressions. Parce que si jamais il arrivait quelque chose, personne ne peut dire où nous en serons. Ouais, que les leaders aussi acceptent de respecter la loi. Mais bien sûr qu'ils ont respecté la loi. Je rappelle que les manifestations sont consacrées par l'article 10 de la Constitution. Forcément. C'est eux qui ne respectent pas la loi. Parlons de loi. La loi dit que tous les Guinéens ont le droit de manifester. Et c'est ce que nous faisons. Maintenant, dans les modalités pratiques, il y a eu des discussions pour savoir quel itinéraire nous allons prendre. Et nous étions dans l'itinéraire autorisé, encore une fois. Nous étions jusqu'au niveau de Bessia. Donc ça n'a rien à voir. Ce n'est qu'un argument fallacieux qui consiste à dire non, ils n'ont pas respecté l'itinéraire. Ce n'est pas vrai. Alors, voilà. Docteur, il y a, lors de la dernière assemblée, de votre assemblée, l'assemblée de votre parti, vous avez tenu des propos qui ont fait le tour des réseaux sociaux et qui indignent au sein de la mouvance. Je rappelle, tout le monde, après s'être indigné, bien évidemment, pour ce qui s'est passé, tout le monde se rend compte que les enfants d'une communauté particulière sont visés aujourd'hui en Guinée, mais cela est fait pour diviser le peuple de Guinée. C'est pour que nous allons à la guerre civile, mais ça ne passera pas comme ça. Alors, expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous avez voulu dire. Docteur on peut raconter ce que l'on veut, mais la réalité, elle est là, elle crève les yeux. Il y a un quartier qui est en permanence agressé et des enfants meurent. Ce sont les Guinéens, bien sûr. Mais est-ce que ceux qui le font ne veulent pas que la Guinée soit divisée, ne veulent pas qu'il y ait de la haine et qu'il y ait de la guerre civile? C'est comme ça qu'on fait les guerres civiles partout en Afrique. Lorsqu'il y a beaucoup d'injustice et que les gens ont le sentiment d'être complètement écrasés et que la vérité n'est pas entendue,
et que ce n'est pas vu. Moi, j'ai été interpellé par le corps des enfants. C'est incroyable. Il ne faut pas qu'on se déshumanise. Je veux bien qu'on fasse de la politique, mais faisons attention. Lorsqu'on est leader, lorsqu'on est militant d'un parti politique, il ne faut jamais oublier que nous partageons le même pays. Il ne faut jamais oublier que nous sommes de la même famille. Et lorsqu'une partie de cette famille se sent complètement agressée, notre devoir, c'est de dire la vérité. Regardez ce qui se passe. Oui, quels sont les gens qui meurent? Docteur, voilà. Donc je dis, est-ce que ce n'est pas exprès pour qu'il y ait une guerre civile? N'ayons pas peur des mots. Nous avons des pays autour de nous qui n'ont connu que ça. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc faisons attention. Alors, j'ai écouté des responsables de RPG qui disent que ce que vous avez dit, vous ne l'avez pas dit par conviction, mais plutôt pour vous racheter pour les critiques que vous avez essuyées par le passé concernant des propos où vous avez été étiqueté non, les gens racontent des salades. Je rappelle que c'était une simple invention d'un journaliste qui a d'ailleurs été condamné par la justice. Monsieur Makabari, qui avait raconté du n'importe quoi. Makabaldé, qui n'avait rien à voir avec ce que moi j'ai dit. Il a été condamné par la justice. Il doit payer d'ailleurs beaucoup d'argent. Donc ça, c'est des arguments fallacieux. Moi, je ne fais jamais mes choses en fonction. Donc ce que vous avez dit, vous le pensez réellement? Absolument. Je ne dis rien en fonction de ce que les autres pensent. Moi, je pense et j'agis selon ma conscience. Je dis, et je le répète, il faut que nous demeurons frères et sœurs. Il ne faut pas que la politique nous fasse perdre notre âme. Lorsque je vois un jeune qui est tué, ma conscience est interpellée. C'est inacceptable pour moi. Et ce n'est pas au nom de la politique que moi je vais accepter ça. N'oubliez jamais d'où moi je viens. Moi je suis un éducateur. Je suis un enseignant. Je suis avec les enfants de tout le monde pendant tout ce temps. Je suis avec mes enfants. Donc je ne peux pas accepter que l'on tue des enfants de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans, des jeunes, parce que simplement ils ont manifesté. C'est inacceptable. Et si on n'est pas capable de s'indigner, ça veut dire qu'on a perdu notre âme d'être humain. Il faut faire très très attention. Et c'est notre rôle d'attirer l'attention des Guinéens et des Guinéennes sur le risque que nous courons. D'accord. Alors, oui, vous manifestez pour dire non au changement de la Constitution. Il y a parmi vous des gens qui sont arrêtés, d'autres sont tués, on en parlait tout à l'heure. Ce qui est inacceptable. Alors, oui, totalement inacceptable. D'autres sont blessés. Alors, il y a des appels au dialogue qui viennent de partout et vous semblez insensible à ces appels et on dit que tout finit autour de la table. Quelle est votre appréciation là-dessus? Non, je pense qu'il ne faut pas faire de la démagogie. Qui peut être contre le dialogue et la paix? Ça n'a absolument aucun sens. Moi, j'ai toujours appelé pour la paix, j'ai toujours appelé pour le dialogue. C'est pour ça que j'ai toujours refusé de m'associer à des actions, même à des manifestations violentes. Lorsque je sens qu'il y a de la violence, je m'en éloigne. J'ai participé uniquement à des manifestations dûment autorisées par l'État pour éviter justement qu'il y ait des clashs. Parce que nous avons un devoir en tant que leader politique. Nous avons notre cause, mais nous ne devons pas sacrifier nos enfants, nos militants, sur la base de ce que nous avons comme conviction. Il faut éviter que ces militants soient blessés, tués, emprisonnés, etc. Quand il y a une manifestation, la première question que moi je me pose, c'est celle-ci. Que vont devenir mes militants, les jeunes qui me font confiance, qui me suivent? Il ne faut pas que j'agisse de telle sorte que ces jeunes soient réprimandés, qu'ils soient emprisonnés, qu'ils soient frappés. C'est la raison pour laquelle, en Haute-Guinée, par exemple, à Kankan, j'ai dit à tous nos jeunes, calmez-vous, ce n'est pas la peine de manifester. Parce que le pouvoir a une telle intention de vous réprimer, parce qu'il veut montrer une unité de façade en Haute-Guinée pour dire qu'on le supporte, qu'il est prêt à tout. J'ai dit à mes jeunes gens, est-ce que c'est pas parce que vous ne pouvez pas relever le défi de la mobilisation en Haute-Guinée où le RPG a prouvé... C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Le RPG n'est même plus capable de réunir 50 personnes en Kankan depuis très longtemps. Arrêtez ça. Alors, la vérité est que chaque fois qu'on veut manifester en Haute-Guinée, les partis sont attaqués à 6h, 7h du matin, avant même les manifestations. Des forces de l'ordre encerclent complètement. Ça s'est passé pour PADES, ça vient de se passer pour le siège de l'UFR.
Donc il y a une telle répression qu'il serait irresponsable de dire aux enfants, sortez, bravez les forces de l'ordre. Il faut faire attention. La politique, il ne faut pas que nous fassions n'importe quoi pour arriver à nos objectifs. Moi, je tiens compte de l'éthique, je tiens compte de la morale, je tiens compte d'un certain nombre de valeurs. Et c'est la raison pour laquelle je m'indigne. Lorsqu'on tue des jeunes gens, cela veut dire que vous allez changer de stratégie désormais. Vous allez changer de stratégie. C'est insupportable. Cela veut dire que vous allez conseiller à vos collègues de changer de stratégie. Vous allez trop vite en besoin. Il faut en même temps lutter par des méthodes non violentes. Il ne faut pas qu'on expose nos enfants. Tu comprends? Mais cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à nos droits. On ne va pas venir accepter une nouvelle colonisation qui est pire que la colonisation des Européens. Que se passe-t-il en pleine journée? Une bande de personnes décide de braver la loi, de dire voilà la Constitution, on met ça dans la poubelle. Nous, on est au pouvoir, on reste au pouvoir. Qui est illégal? C'est ce qu'on appelle un coup d'État constitutionnel. C'est ce qui se passe devant nous. Nous sommes en train de glisser de la démocratie à la dictature la plus noire. Où non seulement on viole la loi, mais toute personne qui a des velléités, on t'emprisonne, on tire, on vous envoie des gaz lacrymogènes. Mais où est-ce que nous sommes? Est-ce qu'on va retourner dans un nouvel esclavage? C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention. Et vous vous souvenez ici, lorsque nous avions eu des difficultés même pour avoir des autorisations de parti, je vous ai mis en garde, je dis faites attention, la liberté est un concept qui est total. Ce n'est pas seulement une histoire de parti politique, c'est une histoire de citoyens. Et qu'on glisse très vite vers l'autoritarisme, vers la plutocratie, vers la négation des droits. Ça se passe dans tous les pays. La tendance normale de tous les pouvoirs, c'est d'être des pouvoirs dictatoriaux. Et le dialogue. Et le dialogue. Oui, parlant de dialogue, Ibn Chambas vient de se... Maintenant, je dis, il faut qu'on accepte de dialoguer. Ceci dit, comment voulez-vous dialoguer avec un pouvoir qui emprisonne tous les leaders? Donc aujourd'hui, vous avez des préalables. Mais bien sûr, on n'a même pas besoin de préalables. Il faut déjà libérer tous les prisonniers politiques. Donc, on ne peut pas la justice à se réunir. Attendez. Oui. On ne peut pas emprisonner les dirigeants et dire qu'on aime le dialogue. C'est ce que j'appelle du verbiage et de la démagogie. Vous pouvez crier chaque matin dialogue, dialogue, dialogue si ce que vous faites ne cadre pas. C'est la justice qui les a condamnés. Si ce que vous faites ne cadre pas avec la réalité, je crois que c'est ce qu'on appelle la démagogie. Vous ne pouvez pas dire on veut le dialogue et vous avez emprisonné les leaders. Je rappelle, avant les manifestations, on les a emprisonnés sur des intentions, ce qui est illégal et ça n'a rien à voir avec le droit. Attention. Ils ont été demandez leur libération. Est-ce que ce n'est pas participer à l'affaiblissement, à l'affaissement de la justice? Parce qu'ils ont été condamnés par la justice. Arrêtez, il faut être sérieux. Ils ont été pris, condamnés, avant les manifestations. Interpellés quelques jours avant même. On ne condamne pas les gens avant. Ça n'a aucun sens. Alors, docteur Ibn Chambas vient de séjourner en Guinée. Il a rencontré plusieurs leaders politiques. Est-ce que le PADES a été rencontré? Non, malheureusement, moi j'avais voyagé. Je n'étais pas au Conakry. Voilà. Bien. Je suis venu juste le mercredi pour pouvoir participer à la manifestation du jeudi. Alors, on va aller... Et il est reparti sans pouvoir rabibocher, sans pouvoir avoir ce dialogue souhaité entre les acteurs politiques. Mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis que nous souhaitons le dialogue. Mais il y a des préalables qu'on libère. Nous souhaitons la paix. Mais tu ne peux pas dialoguer avec un prisonnier, quoi. Soyons sérieux. Est-ce que vous ne risquez pas d'être sur le banc de la communauté internationale? Oui, c'est ce qu'on dit. Oui. Ça vous amuse, ça vous fait rire, docteur. Mais oui, parce que vous voulez renverser le monde. Non, parce qu'on vous demande... Qui sont les agresseurs? Vous mettez les dirigeants des mouvements en prison, vous demandez le dialogue et vous dites non, si vous ne venez pas dialoguer, vous serez condamné par la communauté internationale. Mais ça me fait rire, monsieur. Monsieur Cissé. Je pense que vous faites l'avocat du diable, ça n'a absolument aucun sens. Si le gouvernement est vraiment sérieux pour un dialogue, la première des choses, c'est de détendre l'atmosphère. Voilà, vous libérez les prisonniers politiques qui n'ont commis aucun délit, vous les libérez.
Et ensuite, on pourra s'asseoir autour de la table. Donc, si, Moi, ça me, alors, ça s'ils me sont paraît libérés, tout à fait normal. s'ils sont libérés, vous reviendrez discuter avec lui de tous les sujets. De tous les sujets. Mais bien sûr, il n'y a pas Et même les sujets concernant le sujet qui vous envoie dans la rue, là, le changement de la Constitution, vous allez en débattre avec le gouvernement? Mais pourquoi pas? Que vous avez refusé avec le Premier ministre pourtant. Non, pour la consultation. Consultation et dialogue, c'est différent. Mais consultation, c'est de connaître votre position, mais les points de vue des uns et des autres. Elle était déjà connue. Oui. Donc c'est inutile. Le point de vue du PADES était déjà connu avant. Mais bien sûr, de tout le monde. Alors, docteur, le point de vue du Premier ministre aussi était connu. Donc la consultation doublement était sans objet. On va aller à l'intérieur du pays avec la CODENOG, bien sûr. La CODENOG. La CODENOG. J'ai du mal à prononcer. Vraiment, il y a vos anciens amis aujourd'hui, Aboubacar, Silla, ou quand je prends la Papa CODENOG Koli qui mobilise à l'intérieur du pays. Parlons de ça. Oui, il y a des anciens amis aujourd'hui qui parlent de la nouvelle constitution. Est-ce que vous n'êtes pas gêné, docteur? Gêné, pourquoi? Vos anciens amis, hier, qui défendaient, qui disaient mort de cuisse, qu'il n'y a pas de nouvelle constitution. Non, ils n'ont pas parlé de constitution quand ils étaient dans l'opposition. Non, je voudrais que vous parliez un peu de la mobilisation. Aujourd'hui, ils sont à l'intérieur du pays. Voilà, la mobilisation autour du changement de la constitution. D'abord, je n'aime jamais parler des autres. C'est un caractère, parce que j'estime que la politique, on doit suivre ses propres convictions et qu'on n'est pas là pour faire des attaques personnelles. Mais ce que je sais, c'est que la loi est de notre côté, la Constitution est de notre côté, l'avenir de la jeunesse est de notre côté, l'alternance est de notre côté. On ne peut pas faire de démocratie sans alternance. Le fond de la question, c'est qu'il faut être sérieux en Guinée. Dans la vedette de sa question, docteur, aujourd'hui le combat, c'est bien évidemment le combat, c'est dans la rue pour envoyer un signal à l'opinion internationale de la légitimité de la position qu'on défend. Non, entre autres et principalement. Alors, est-ce que la CODENOG qui ne prend pas une avance sur vous en réussissant? Ils ont mobilisé à Conakry, mais ils étendent leur mobilisation à l'intérieur du pays que vous n'avez pas encore réussi jusque-là, notamment en forêt. Écoutez, c'est un bon exemple de la partialité de ce gouvernement. Vous avez des gens qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent à l'intérieur du pays, qui n'ont ni gaz lacrymogène. Les gens ne sont pas emprisonnés, ils sont libres de s'exprimer. Et ça montre justement le fait que cette justice est une justice qui n'est pas impartiale du tout. D'un côté, on admet que tous ceux qui sont pour le 3e mandat sont chouchoutés, sont escortés, ils peuvent faire des manifestations partout sans aucun risque. De l'autre côté, lorsque les gens veulent s'exprimer contre les 3e mandats, on commence à leur dire non, vous ne pouvez pas aller là, vous devez aller là, etc. Et moindre des choses, on les envoie des gaz lacrymogènes, des militaires pour bombarder tout le monde. Voilà. C'est ça l'impartialité de la justice qui n'existe pas en Guinée. C'est ça la répression partisane. Alors que chacun doit avoir le droit. Je suis d'accord, autant le FNDC a ses droits, autant l'autre côté, les partisans aussi ont leurs droits. Mais il faut respecter les droits de tout le monde. Chaque Guinéen a le droit d'avoir son opinion, a le droit de défendre son opinion. C'est ça l'essence de la démocratie. Et parlons maintenant de la Donc quand les autres manifestent à l'intérieur du pays ou partout en faveur du 3e mandat, moi j'applaudis des deux mains, c'est une très bonne chose, c'est ça la démocratie. Mais de l'autre côté, il faut laisser nous autres qui sont contre nous exprimer en toute liberté. À ce niveau, le chef de l'État dit à Nzere Koré que vous avez peur, le peuple s'exprime, vous n'êtes pas démocrate, que personne ne peut l'intimider. Ce que le peuple demande, c'est ce qu'il va faire. Qu'un démocrate ne doit pas avoir peur de lui. Moi, je me garde toujours de commenter ce que dit le chef de l'État, parce que d'abord il est le président, il est l'aîné et tout, mais c'est ce que nous souhaitons, nous, la démocratie de toute façon. Mais seulement on ne peut pas faire la démocratie si on matraque un camp. Oui, voilà. Mais est-ce que docteur Donc la démocratie passe par la libéralisation des opinions, comme on libéralise les ondes, il faut libéraliser la parole. Est-ce que par-dessus de tout, cette mobilisation dont la CODENOG fait preuve à l'intérieur du pays, notamment en forêt, à travers les images
bien évidemment, qui vous passe savez, sur moi, les réseaux j'ai sociaux. regardé ça hier, ça n'a rien à voir avec les manifestations de FNDC. Oui, C'est parle de même changement, ampleur. on parle de changement de la Constitution. À l'intérieur, je parle de l'intérieur du pays. Mais c'est ce que je dis. Est-ce qu'il n'y a pas une Si à adhésion? l'intérieur du pays, on commence par agresser les partis politiques, avant même les manifestations, comme cela se passe régulièrement à Cancan, le siège du PADES a été cassé. Le siège de l'UFR a été cassé. 2 heures avant les manifestations, par des badauds qui se sont habillés de jaune comme s'ils étaient des militants du RPG, alors qu'il n'y a aucun militant du RPG qui va se lever aujourd'hui à Cancan. D'abord, ils ont perdu la moitié de la troupe, et l'autre troupe est complètement démoralisée, l'autre moitié, et ce n'est pas eux qui viennent casser. Ça n'a rien à voir avec les militants du RPG. Ce sont des badauds qui ont été payés par des acolytes du pouvoir pour venir casser les sièges des gens. Si vous le faites, et vous avez la gendarmerie, la police, la préfecture, la sous-préfecture, tout le monde sur le dos, il va sans dire qu'on empêche l'opinion anti-troisième mandat de s'exprimer à l'intérieur du pays. Si vous êtes autorisé, vous en êtes capable, vous êtes capable, l'opposition, de mobiliser autant qu'on le voit avec la mouvance? Regardez mon dernier passage à Cancan pour la fête de Tabaski. Vous n'avez pas regardé? Il y avait beaucoup plus de monde que le RPG ne peut pas mobiliser ça aujourd'hui. Donc c'est la preuve que tout le monde est capable de mobiliser. Ce n'est pas seulement le pouvoir qui peut mobiliser à l'intérieur du pays. Mais l'ANAFIC n'est pas en train d'aider un peu le pouvoir à l'intérieur du pays, docteur? On parle des choses réelles. Oui, on en parle maintenant. Oui. L'ANAFIC, est-ce que l'ANAFIC n'est pas en train d'aider le pouvoir à mobiliser, à faire passer ce projet de changement de la Constitution? Ben, tant mieux. Et comment vous avez trouvé comment vous appréciez cette initiative? Mais c'est une bonne initiative. Je regrette seulement qu'elle n'ait pas eu lieu plus tôt, qu'elle ait lieu simplement pendant la campagne électorale pour se faire entendre. Sinon, moi, j'applaudis dès demain. Chaque fois que l'on veut développer l'intérieur du pays, qu'on donne de l'argent pour la décentralisation, c'est une bonne chose parce qu'on s'approche de la population à la base. Donc, chaque fois que je vois les actions de l'ANAFIC, j'applaudis dès demain. C'est une très bonne chose. Mais ce que je dis, on aurait dû faire ça beaucoup plus tôt. Il ne faut pas le faire juste pour gagner un troisième mandat qu'on n'aura pas de toute façon. Il faut le faire par conviction pour développer la Guinée à l'intérieur du pays. Et l'ANIES aussi. Pardon? L'ANIES. Bien sûr. La redistribution. Je vous dis, tous les efforts du gouvernement qui vont dans le bon sens, moi j'applaudis dès demain. Je vous ai dit, je ne suis pas un politicien, moi, je suis un économiste de profession. Donc quand je vois de bonnes actions économiques, j'applaudis dès demain. Et je ne suis pas cynique. Quand vous durez dans la politique, malheureusement, vous devenez cynique. Tout ce qui est bon n'est pas bon. Donc c'est vraiment une bonne. Donc c'est vraiment une bonne initiative. Mais bien sûr. Je vous dis que c'est une bonne initiative. Tout ce qui est développement à la base, c'est du progrès pour le pays. C'est pas parce que c'est fait par le gouvernement et qu'on est contre le gouvernement qu'on va dire que c'est pas bon. Moi, je vous dis, je suis pas un politicien au sens mauvais du terme. Alors moi, ma dernière l'ANAFIC, c'est de bonnes choses parce qu'on essaye de faire un développement à la base. On attribue une partie des ressources minières pour le développement à la base. C'est une excellente chose. Au lieu que ce soit le gouvernement qui dépense tout, et on sait que les dépenses du gouvernement ne sont pas toujours de bonne qualité. Vous n'avez pas de crainte à exprimer dans la mise en œuvre de cette initiative que vous saluez? Pourquoi? Et il n'y a pas de... vous ne redoutez absolument rien? Qu'est-ce que je vais redouter là? D'accord. Là, vous savez, les gens à la base qui doivent gérer les fonds généralement ne sont pas sérieux. Mais est-ce qu'ils sont sérieux ici à Conakry? Parlons des mines, oui. Oui, parlons des mines si vous voulez. Mais au moins, si vous voulez parler de vols, décentralisons les vols. Que ce soit 3 personnes à Conakry qui prennent tout le budget de l'État. Non, il faut être sérieux. Ils ont des comptes à rendre à la base. C'est beaucoup plus difficile. D'accord. Oui. En une minute, moi, je vais parler du 20 février 2020. La CENI a donné cette date déjà. Est-ce que le PADES se prépare pour le 20? Comme tous les partis politiques. Tous les partis politiques se préparent pour le 20. Nous avons eu des discussions. Je maintiens ma position. Un parti politique a pour vocation d'aller aux élections. Mettons les conditions qu'il nous faut pour que les élections se passent très bien. Mais moi, je n'ai jamais été pour le boycott d'élections. Ça n'a aucun sens. Aussi bien les législatives présidentielles que le référendum. Mais bien pour sûr, dire non. Bien sûr.
il faut aller à toutes les élections. C'est la vocation d'un parti politique. Vous avez dit même le référendum. Comme le PADES. Même au référendum. De quel référendum pour dire non, pour massivement sanctionner le projet de changement de la Constitution dans les urnes. Non, non, non. C'est pas, la Constitution n'a pas pour vocation d'aller dans les urnes. Moi, je recuse le terme de débat constitutionnel parce que je n'ai jamais vu de Constitution. Il n'y a aucun projet aujourd'hui. C'est surréaliste. Tout le monde parle de Constitution que personne n'a vu. Ni la mouvance, ni dans l'opposition. Alors, arrêtez de nous entraîner dans un débat creux. Ce qui est sanctionné, ce n'est même pas le problème de constitution, c'est le problème de troisième mandat. On n'accepte pas qu'on change les règles du jeu à la fin du match. Voilà. D'accord. Vous êtes élu pour 2 mandats, vous finissez vos 2 mandats, il y a d'autres Guinéens plus capables que vous, ils viennent, c'est tout. Une seule personne ne peut pas monopoliser le pouvoir en Guinée. Point barre. Est-ce que tout le reste, c'est des histoires. Alors, avant de parler d'économie, parlons de mines. Je l'ai dit tout à l'heure, l'actualité dans les mines, c'est l'attribution de blocs 1 et 2 de Simandou à la SMB. C'est aussi cette menace que la SAG est en train de mettre progressivement en œuvre, menace de fermeture de son usine, suite à l'intrusion sur son site des populations locales qui ne sont pas contentes de la redistribution. Alors, comment le PADES suit cette actualité? Comment vous l'appréciez? Écoutez, je pense d'abord que c'est trop tôt pour donner un avis tranché sur ces 2 dossiers. Qu'il s'agisse du dossier de la SAG ou du dossier de Simandou, parce que je viens de l'apprendre, je crois, hier soir, j'ai entendu parler de ça. Nous n'avons pas encore discuté. Attendons d'avoir tous les éléments d'information. Mais ceci dit, chaque fois que l'on veut fermer une entreprise, c'est un aveu d'échec pour un pays. Parce qu'il y a des emplois qui sont en jeu. Il y a des revenus qui sont en jeu, des revenus des familles, des revenus de l'État. Tout est en jeu. Donc, voyons ça de très près pour voir quelles sont les causes qui font que cette entreprise veut fermer. Ce n'est pas une bonne chose pour la Guinée. Voilà. C'est mon avis là-dessus. La politique... En ce qui concerne le problème de Simandou, Simandou est un enjeu trop important pour donner ça à des amateurs. SMB, c'est une nouvelle entreprise qui est dans la bauxite, qui n'a pas d'expérience, qui est en train de ravager toute la zone de Bokeh. Je ne pense pas qu'ils aient l'expertise et la capacité. Mais elle n'était pas la seule société. Et si vous permettez, quand vous posez des questions, il faut écouter ce qu'on vous dit. Moi, c'est mon travail, ça. Je sais exactement de quoi je parle. Je dis que je ne pense pas que cette société ait la capacité technologique et financière pour exploiter des mines de classe mondiale comme Simandou. Et je crains qu'on ne le fasse par précipitation sans prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Voilà. Voilà. Et ensuite, il faut que ce soit entériné par l'Assemblée nationale, alors que nous n'avons même pas d'Assemblée nationale aujourd'hui. Donc il faut faire très attention en termes d'investissement. Il faut qu'on évite de brader toutes les richesses de la Guinée parce qu'on est pressé par le temps. Il faut prendre le temps qu'il faut. Il faut voir les spécialistes du secteur. Il faut discuter en profondeur. Il faut faire un appel d'offres ouvert et transparent à l'échelle mondiale pour pouvoir faire des accords dans ce domaine-là. Donc, c'est des domaines très pointus. Donc, il faut que l'on fasse très attention pour éviter de nous retrouver dans des contentieux que le professeur Alpha Condé a essayé de combattre dès qu'il est venu au pouvoir. Vous vous souvenez de l'affaire Steinmetz, tout ça. Et donc, ne recommençons pas les mêmes erreurs. Prenons le temps qu'il faut, en toute transparence, de négocier avec des spécialistes pour que la Guinée puisse se retrouver. Mais il ne faut pas qu'on fasse des accords. On dit que la SMB a épuisé toutes les procédures légales en la matière. C'est vous qui le dites. C'est ce qui a été dit dans le communiqué. Je ne connais pas SMB comme une grande entreprise dans le domaine minier, ni dans le domaine de fer surtout. Donc, la politique minière, un regard sur la politique minière. Oui, docteur. Écoutez, moi j'ai toujours dit que la politique minière qui se résume aujourd'hui à la politique bauxitique est une mauvaise politique parce qu'on prend la terre rouge. J'ai toujours dit qu'il faut mettre des usines d'alumine ici. Quand on fait l'exploitation comme on le fait à grande échelle en Guinée,
c'est un échec. C'est ce que les autres pays refusent de faire. Il y a des pays qui refusent maintenant d'exporter la bauxite. C'est ce qui s'est passé pour la Malaisie et l'Indonésie. Voilà 2 pays qui ont refusé de faire ce que nous faisons maintenant. Et on s'est engouffré dans cette brèche avec un désastre écologique qui ne dit pas son nom. On est en train de raser toute la région de Bokeh. On prend la terre rouge, on l'exporte. Il n'y a pas d'usine de transformation. C'est le pacte colonial que nous avons toujours dénoncé. Le ministère a et annoncé pourquoi, d'un point de vue, 30 000 emplois. Attendez, pourquoi d'un point de vue économique, nous le disons en tant que spécialiste de l'économie? Parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est très peu la valeur ajoutée en Guinée. C'est pour cela qu'on veut des usines, pour retenir une bonne partie de la chaîne des valeurs en Guinée. Voilà. Quand vous prenez de la terre rouge, quel emploi vous allez créer, à part les emplois de chauffeurs et de machinistes? Je pense qu'il faut être sérieux. Il n'y a aucun emploi différent des emplois de chauffeurs et de machinistes créés ici à Bokeh. Il y a des populations à l'intérieur du pays qui se frottent les mains en disant que l'ANAFIC est venu aujourd'hui pour développer les localités, surtout que c'est tiré de nos mines, docteur. Mais je dis que c'est une bonne chose, on ne va pas revenir en arrière. Mais ce que je vous dis, c'est que l'exploitation bauxitique n'est pas une bonne politique aujourd'hui. On est en train de ravager la nature. On crée très peu d'emplois, contrairement à ce que vous dites. On ne crée que des emplois de chauffeurs. Je mets n'importe qui au défi de me prouver qu'il y a des emplois qualifiés. Ce n'est même pas comme CBG, au moins qu'il y a une usine qui sert à assécher la bauxite. Là, au moins, on a créé quelques emplois. Mais quand vous prenez la terre rouge, de quel emploi vous parlez? Il n'y a que des chauffeurs, merde. Alors, il n'y a que des chauffeurs, des secrétaires, des gens qui viennent pour prendre la bauxite, mettre dans un bateau, envoyer quoi. Quel emploi vous allez créer? Mais parallèlement, lorsque vous êtes économiste, vous faites une analyse globale. Vous regardez aussi le nombre de villages qui ont été déplacés. Et des gens qui sont retombés dans la pauvreté parce que leurs villages ont été rasés. Vous mettez tout ça en balance et vous faites une étude beaucoup plus sérieuse que de raconter des histoires. Quelle est la vision du PADES aujourd'hui pour le développement de nos mines? Qu'est-ce que vous envisagez? Ce qu'il faut faire, encore une fois, c'est de mettre des usines d'alumine et éventuellement d'aluminium. Les usines d'aluminium, produit final, nécessitent beaucoup d'investissement en énergie. Mais l'alumine ne demande même pas beaucoup d'énergie. Au moins qu'on aille au niveau de l'alumine et plus tard qu'on aille au niveau de l'aluminium. Vous me parlez des conventions. On peut signer toutes les conventions. C'est juste pour avoir la main sur la mine. Quelle est la seule usine qui a été faite? Je rappelle que la dernière usine faite en Guinée date de 1955. Fria, par les Français. Depuis 60 ans, on n'a pas une seule usine d'alumine en Guinée. Alors ne me renvoyez pas des conventions qui ne sont jamais respectées, soyons sérieux. Moi, c'est mon boulot, ça a arrêté. Parlons de l'économie, docteur. Oui, alors nous voulons avoir votre appréciation là-dessus, la dépréciation de la monnaie. Il y en a qui parlent d'inflation déjà, mais le gouverneur de la Banque centrale, lui, reste rassurant, se veut rassurant. Il dit qu'il n'y a pas péril à la demeure. Les signaux sont au vert, l'économie se porte à merveille et la Guinée a une quantité équivalente à 6 mois d'importation. Écoutez, monsieur le gouverneur, mon ami Nabé est dans son rôle de rassurer. Et bien sûr que c'est son travail de rassurer les gens. Mais la réalité est que aujourd'hui, le franc guinéen est en train de s'écrouler. Et je sais exactement de quoi je parle. Vous savez, à la fin des années 80, j'ai été le premier directeur du département d'échange de la Banque centrale. C'est moi qui ai mis, avec d'autres, en place le marché d'échange. Donc je sais exactement de quoi je parle, n'est-ce pas? Lorsque vous avez, comme c'est le cas aujourd'hui, des sorties massives de francs guinéens, l'État sort beaucoup d'argent pour sa campagne. Tout le monde se rend compte. Des quantités astronomiques d'argent sont imprimées aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la planche à billets. Et lorsqu'il y a la planche à billets, la valeur de la monnaie nationale baisse. Le dollar monte, l'euro monte. Tous ceux qui sont sur le marché le savent. Et on peut cacher l'impression des billets de banque. On peut cacher qu'on sort beaucoup d'argent.
Mais on ne peut pas se cacher du marché parce que la sanction est immédiate sur le marché d'échange. C'est pourquoi aujourd'hui, le dollar augmente, l'euro augmente. C'est la même chose que de dire que les prix des biens et services augmentent. Quand les prix augmentent, c'est ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, ça pénalise les plus pauvres de la société. Donc on est en train de payer très cher la campagne aujourd'hui pour le 3e mandat. La campagne pour le 3e mandat appauvrit le Guinéen. Comment? L'État sort beaucoup d'argent pour sa campagne. Le dollar augmente, l'euro augmente, tous les prix sur le marché augmentent. Et le Guinéen qui a un peu d'argent a une capacité moindre d'acheter des biens et des services. Il devient plus pauvre tous les jours parce qu'on veut un 3e mandat. Vous voyez le lien entre la campagne politique, les sorties d'argent. Mais ça contraste avec les notes des bailleurs de fonds. Hein. Le dernier passage, la revue, le communiqué final a apprécié l'évolution de l'économie guinéenne, docteur. Écoutez, vous parlez à quelqu'un qui a été économiste au Fonds monétaire il y a 30 ans déjà, c'est ce travail que je faisais. Il y a ce qu'on appelle le fan gauge. Mais si vous lisez bien le communiqué, vous allez voir qu'il y a des menaces sur l'économie guinéenne dans le communiqué final. Relisez bien votre communiqué. Hein? Oui. Donc, en termes clairs, aujourd'hui, on est en train de créer beaucoup plus d'inflation en Guinée que par le passé à cause de la politique. Donc on fait la planche à billets. Vous redoutez la planche à billets pratiquée par le gouvernement actuel? Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Docteur, parce qu'on parle de monnaie, c'est l'écho. La Guinée veut appartenir en 2020 à l'écho. Quelle est votre réaction? En une minute, oui. Écoutez, c'est une très bonne chose. Vous savez pourquoi? Non. Parce que si nous appartenons à la zone écho, qui est la monnaie de la CEDEAO, ça ne nous permet plus d'imprimer de l'argent à la Banque centrale. Est-ce que vous comprenez? Donc le panafricanisme monétaire est une très bonne chose parce que ça va nous empêcher de faire n'importe quoi avec notre monnaie nationale. Donc moi je suis très content pour une fois que les dirigeants disent qu'on veut aller à l'écho, bien que je suis sûr qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Ah bon? Mais bien sûr, puisque ça va restreindre leur liberté de sortir de l'argent n'importe comment à la Banque centrale. De l'autre côté, les pays qui sont dans la zone CFA ont une monnaie qui est surévaluée, une monnaie trop forte. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'euro, alors que l'Afrique, les économies africaines n'ont rien à voir avec les économies européennes. C'est les reliques du passé, les reliques coloniales. Vous comprenez? Donc la meilleure chose, c'est à la fois d'abandonner nos monnaies nationales trop fragiles qui permettent à nos gouvernements de faire n'importe quoi, et en même temps de couper le lien entre le CFA et l'euro, d'aller enfin vers cette monnaie africaine que nous appelons de tous nos voeux. Donc moi, en tant qu'économiste, en tant que spécialiste de la monnaie, c'est une très bonne chose. J'applaudis des deux mains, c'est ce que l'on devrait faire. Voilà. Merci à vous, docteur Ousmane Kaba. Malheureusement, ils sont nombreux. Hein. Le téléphone continue de crépiter, mais malheureusement, on ne peut pas les prendre. On est vraiment désolé. Donc, la prochaine fois sera la meilleure. On va exclusivement. On va faire un débat sur la monnaie. Justement. Et les auditeurs auront tout le temps de poser toutes les questions. Et d'ailleurs, ils vont faire l'émission avec le docteur Ousmane Kaba. Beaucoup d'étudiants. Merci à vous, chers auditeurs. C'est pratiquement terminé. La rediffusion, c'est à 22h temps universel. Au revoir.